on aime le dire, à manger, à boire pour tout le monde. C'est clair. On est chaque jour approché par des investisseurs, par des personnes qui veulent qu'on ouvre le capital. On parle de combien de millions de francs CFA? On est allé jusqu'à 3 milliards de fois pour pouvoir récupérer l'entreprise. Mais on pense que d'ici 2-3 ans, on peut valoir peut-être 5 fois ce montant. Donc, on tient encore. Le business plan, pour les personnes qui vont nous écouter, réellement, j'ai envie de recevoir des gens qui font des choses constructives, des gens qui sont dans le business. On veut connaître un peu leur parcours. Est-ce que tu peux nous redire qui tu es et ce que tu fais exactement? Je suis Alex Denis. Yes. Je suis le fondateur d'Innoving. Innoving. Et je suis un entrepreneur dans l'âme. Yes, c'est le moins que l'on puisse dire. C'est le moins que l'on puisse dire. Donc, commençons par le commencement. Innoving, c'est quoi exactement? Qu'est-ce que vous faites chez Innoving? D'accord. Innoving, c'est une start-up Yes. qui s'est vraiment spécialisée dans les outils de gestion. 360 degrés pour entreprises, commerce, administration publique, dans l'objectif de leur permettre de pouvoir vraiment impulser une bonne gouvernance dans la gestion de leur activité. D'accord. Et de pouvoir à tout moment suivre ce business vraiment de bout en bout et à l'ère du digital. Ok, c'est que du B2B, hein, Innoving. C'est que du B2B. Ça marche. Donc, quand tu dis de la gestion à 360 degrés, je crois que vous avez... En tout cas, il y a un produit, moi, qui me parle le plus, puisque je viens de France. Et quand on avait parlé la première fois, le fait qu'on puisse suivre, grosso modo, les ventes qui sont en train de se faire à distance, sachant l'environnement dans lequel on est, c'est super intéressant et c'est super important. Je crois que c'est Nzaza. C'est Nzaza, effectivement. Nzaza. Donc, comme je disais, Innoving a plusieurs produits. Ouais. Donc, on est vraiment spécialisé dans tout ce qui est outils de gestion. Ouais. Mais notre produit de lancement et notre produit référent, c'est la plateforme Nzaza by Innoving. Donc, Nzaza by Innoving, c'est un ERP. C'est le premier ERP Made in Africa de bout en bout, qui va vraiment permettre de révolutionner tout type de business. Vraiment de la vendeuse d'orange, on aime le dire, à la multinationale. Tout le monde trouve son compte chez Nzaza. Alors, est-ce que tu peux me dire c'est quoi un ERP pour ceux qui ne sont pas familiers de ce terme-là? D'accord, le terme ERP, on n'aime nous-mêmes pas l'utiliser parce que c'est une grosse usine à gaz qui, deux fois, effraie. Mais en réalité, c'est une suite de programmes interconnectés, d'où le nom Nzaza. Donc, Nzaza, pour nous, c'est un patchwork. En Côte d'Ivoire, le nom Nzaza est un tissu qui est un mélange de plusieurs tissus de différentes régions du pays. Et à la fin, ça forme une toile unique qui vraiment donne quelque chose d'unique, comme on le dit. Donc, Nzaza est un ensemble de modules interconnectés, aussi indépendants, qui vont permettre à toute personne de pouvoir suivre son activité de bout en bout avec toutes les composantes qu'il faut pour gérer une activité. Que ce soit la vente, comme tu le dis, tu es ici en plein tournage avec moi, tu as ton téléphone et tu as un business quelque part à l'autre bout du monde. D'ici, tu peux suivre en temps réel toutes tes ventes qui sont automatisées dans la comptabilité et qui te permettent vraiment d'avoir des états complètement transparents. Donc, c'est l'essence même de Nzaza pour permettre la transformation réelle de ce secteur qu'on dit être informel, mais qui pour nous représente vraiment le cœur même du développement de l'Afrique. Tu m'étonnes. Je ne sais pas si les chiffres sont bons. Après, tu pourras me corriger puisque c'est réellement ton domaine d'activité. Je crois que 70% de l'économie repose sur le secteur informel, peut-être un peu plus. Ah ben, moi, je dirais 80%. D'accord, ok. Donc, 80% vraiment, surtout dans les pays de l'Afrique de l'Ouest. Ouais. On peut descendre un peu à 60%, mais on est vraiment dans la fourchette 60-80% qui représente vraiment l'économie. Ok. Donc, quelqu'un qui veut se lancer ou quelqu'un qui a même, on va dire, des miles, en tout cas des années d'entrepreneuriat, avec ta solution, par exemple, Nzaza, c'est ça. Il peut très clairement voyager et savoir en temps réel le nombre de ventes qui est fait, le nombre de produits qui restent en stock, ce qui est rentré, ce qui est sorti, c'est ça? Effectivement, on l'a démontré lors d'une émission précédente avec une de nos clientes qui est à Djamé, qui aujourd'hui est en 2 avions. En Dubaï et Chine, bon, elle voyage plus trop à cause du corona, mais qui de là-bas voit les produits qui sortent le plus et elle fait ses achats
en fonction de ces produits qui sortent le plus. Donc, l'application va permettre de suivre ses ventes en distance, de suivre ses achats, son stock, d'avoir maintenant la main sur le client. Ouais. Parce qu'à chaque fois que le client va venir faire un achat, on a la possibilité de l'enregistrer. Ouais. Et dès qu'on l'enregistre, on a créé son compte client. Et vous, le manager à distance, vous voyez son numéro de téléphone, vous voyez les informations que le client a bien voulu vous donner. Ouais. Et vous pouvez interagir directement avec lui. Derrière, vous avez toute l'habitude de consommation de ce client. Qu'est-ce qu'il aime? Combien de fois il achète? Quand est-ce qu'il achète? Et vous mettez une véritable stratégie derrière qui va révolutionner votre business. Tu m'étonnes. Dit comme ça, moi je comprends. Et j'ai l'impression, je ne vais pas dire que c'est une usine à gaz, j'ai l'impression que c'est très lourd. Mais la manière dont vous l'avez fait, je crois que c'est assez simple finalement. Oh, hyper easy to use. C'est vraiment notre slogan. Tant qu'une application ne peut pas être utilisée par quelqu'un qui a un niveau d'études très bas, ouais. On trouve qu'on n'est pas encore arrivé au bout du process. D'accord. Là, on a vraiment démocratisé l'ERP. C'est pourquoi on n'aime pas utiliser le terme ERP. Mm-hmm. On aime dire solution de gestion digitale, Mm-hmm. mais c'est très facile à faire. Mm. Là, aujourd'hui, la majorité de nos clients créent eux-mêmes leurs articles, leurs produits, leurs stocks. Ils les ventilent, que ce soit un maquis, un bar, un restaurant, une vendeuse de bonbons. Vraiment, tout le monde réussit à créer son article, à le mettre dans son téléphone et à l'utiliser comme une caisse digitale. Donc, c'est easy to use. Vraiment, tout le monde, avec peut-être 2 heures de formation, réussit à avoir la main sur son activité. Ça a pris combien de temps pour créer... Alors, on parle d'Nzasa, mais tu n'as pas que ça en boutique, entre guillemets, comme produit. On n'a pas que Nzasa, mais vraiment, c'est vraiment notre bébé Nzasa, qui, lui, a plusieurs différentes offres. Donc, des offres faites sur mesure pour les TPE. D'accord. Des offres pour les commerçants, des offres pour les PME, ouais. des offres pour les startups et ainsi de suite. D'accord. Grosso modo, tu peux l'adapter à quasiment tout type d'activité. À tout type d'activité. Là, on a réussi à l'adapter à Orange Liberia qui utilise Nzasa pour gérer l'ensemble de ces points de vente. Ils en ont près de 250 dans leur pays. Et on l'a utilisé pour la mairie de San Pedro qui utilise... Ça, je l'ai vu, ça, voilà, sur LinkedIn. qui utilise Nzasa pour digitaliser toutes ses collectes et gérer l'ensemble de sa mairie, les ressources humaines, les états civils et plein d'autres. Donc, c'est pour cela qu'on dit que c'est 360 degrés. Donc, on arrive à l'adapter sur cette plateforme en fonction des besoins du client. Yes. Quand tu parles de mairie, c'est ce qui m'avait frappé quand, entre guillemets, j'avais pris du recul par rapport au réseau. J'avais vu le truc de la mairie de San Pedro, hein, c'est ça? C'est ça. Comment ils t'ont reçu? Comment se fait le contact avec, par exemple, une mairie comme ça pour que tu viennes présenter cela et pour qu'ils disent « Ok, c'est parti, on y va, quoi ». Mais d'abord, il faut dire que ça, c'est quelque chose qui est propre à Innoving. On n'a pas peur du risque. On le dit, on est des fous de l'entrepreneuriat. Il fallait pour nous réussir à avoir les contribuables. Ouais. Et la meilleure manière de le faire, c'était aller où ils sont. Et ces contribuables sont dans les marchés, mais sont administrés, si on veut, par la collectivité. Ouais. Donc, très vite, il fallait pour nous mettre une solution pour pouvoir digitaliser les collectivités et montrer à ces contribuables que, attention, la solution que vous allez utiliser a servi à pouvoir gérer la mairie. Donc, on a la référence et on a le poids commercial qu'il faut. Ouais. Et donc, San Pedro était la deuxième ville, on peut dire, sur le pôle économique de la Côte d'Ivoire. Ouais. Le maire de San Pedro, qui est une personne que j'admire énormément, que j'appelle mon mentor, est le ministre Félix Anoblé, qui est en même temps le ministre des PME. D'accord. Donc, il fallait le rencontrer, et comme on le sait un peu dans nos différents écosystèmes africains, c'est difficile de toucher les personnalités. Et on a appris qu'il était le président d'un salon qui se tenait à Dakar. Donc, on prend nos billets d'avion, on arrive à Dakar, c'est un salon sur l'artisanat. Donc, du coup, qu'est-ce qu'une start-up fait dans un salon de l'artisanat? C'est sûr qu'on allait sous les feux des projecteurs et c'est là qu'on a pu rencontrer le ministre qui, en quelques minutes, a vu la technologie qu'on déployait et qui a compris qu'on était venu à ce salon pour le rencontrer. Donc, dès le retour en Côte d'Ivoire, il nous a donné rendez-vous à San Pedro. On lui a présenté ce qu'on pouvait faire pour l'accompagner sur la transformation digitale de sa ville. Il nous a donné notre chance et après, les résultats ont parlé pour nous. Alors, génial. Mais j'essaie de comprendre la gymnastique. D'abord, vous avez séduit les citoyens, entre guillemets, de San Pedro, ou vous êtes allé directement voir le maire?
Ça, vous avez conclu, entre guillemets, avec le maire en lui montrant, en lui faisant une démonstration de ce qu'Enzasa pouvait apporter à son agglomération. Oui, Et après c'est comme c'est ça que ça s'est ficelé. Après, c'est pas lui qui décide. Il faut que Bien le sûr, conseil ça se vote en municipal conseil, bien sûr. décide. Donc, on a refait des démonstrations au conseil municipal. On a eu toute la paparade des différents appels d'offres pour pouvoir être retenu sur le développement de cette application. Et là, aujourd'hui, on peut dire que ça a véritablement changé la collecte de taxes à San Pedro et même les habitudes des commerçants. Donc, on est convaincus, nous, que les commerçants payent leurs taxes. C'est ce qui leur permet de pouvoir exercer leur activité. Bien sûr. Mais le flux de distribution de cet argent vers la mairie, puisqu'il n'y a pas de traçabilité, peut être un peu compliqué à gérer. On aime le dire en guillemets. Donc, on a permis à ces commerçants d'être sûrs que l'argent qu'ils payent arrive à la mairie. Donc, le système de confiance est tout de suite établi. La mairie aussi, en recevant beaucoup plus de demandes financières, a réinvesti sur des développements très spécifiques pour pouvoir montrer à ces commerçants, à ces contribuables que l'argent est pour leur bien et le pacte social a été ainsi beaucoup plus établi pour nous permettre d'être plus à l'aise. C'est ce que j'adore en fait dans grosso modo ce que vous faites chez Innoving. Ça facilite tout le monde en fait, ça facilite la vie à tout le monde, que ce soit la mairie. Après, il n'y a même plus besoin de se poser la question est-ce que lui il a pris un dessous de table ou ce genre de bêtises et tout. Véritablement, sur toute la chaîne, tout le monde sait où il peut y avoir potentiellement un bug. C'est ça. Donc, s'il y a un bug, tu sais où aller chercher. La personne reçoit son reçu. Je ne sais pas comment ça se fait. C'est ça. Ça se fait en papier ou ça se fait digital? On a les deux types. On a des reçus physiques qui sont des tickets qui sont générés directement par les différents TPE qu'on utilise. Et on a aussi les reçus électroniques. Mais là, c'était véritablement la bombe. C'est-à-dire, à chaque fois qu'une personne va payer une taxe, elle va recevoir un message qui va lui dire la taxe qu'elle a payée, le montant qu'il lui reste à payer et surtout un mot d'encouragement et de félicitations de la municipalité, en l'occurrence du maire. Donc, tant que les vendeuses, vous imaginez, au marché n'ont pas ce ticket, ce message, elles ne laissent pas le collecteur partir. Ok, génial, génial. Ça t'a pris combien de temps pour monter cela? Pour monter la plateforme de collecte de taxes avec nos différentes équipes, on a travaillé 3 mois. D'accord. Là, on vient de finir avec des partenaires la version 2 qui est encore beaucoup plus performante. Et on a même veillé le 1er mai avec les équipes pour pouvoir finaliser la version 2 qui est en production actuellement sur San Pedro et bientôt dans différentes communes d'Abidjan. Et donc, en tout, on peut dire développer la plateforme nous a pris 1 an. Vous avez fait une bonne fête du travail. Ah, mais là, avec les yeux, j'imagine, complètement lessivés. Mais c'était passionnant. Non, mais tu m'étonnes, tu m'étonnes. Je vais aller plus loin dans ma question. Ça t'a pris combien de temps pour développer tout ça, Innoving, Nzasa? C'est quoi le début de tout ça? D'accord. Innoving, on peut dire que finaliser la plateforme générale Nzasa nous a pris 2 ans, donc de 2017 à 2019. On était quasiment R&D. On s'est rendu compte que va pas très vite, c'est quasiment quoi R&D, c'est quoi? On était en recherche et développement. D'accord. On était vraiment en recherche et développement, en train de mettre en place la plateforme. Différemment des autres entreprises, on a compris que l'écosystème digital africain n'est pas assez mature. Pas mature en utilisation, mais mature en attente de solutions. On a vu des projets qui commencent et qui n'aboutissent pas. Parce que l'écosystème ne s'y prête peut-être pas. D'accord. Donc, ce que nous on a décidé à faire, c'est de mettre des solutions qu'on peut utiliser directement. Pas des solutions qui vont nous demander des années de développement. Et donc, c'est quelque chose de très pratique. Tu as besoin d'une solution pour gérer ton activité. Là, voilà. Tu l'utilises de bout en bout. Tu vois l'impact que ça a sur ton activité en termes stratégiques, en termes financiers. Donc, pendant ces 2 ans, secteur par secteur, on a proposé des solutions jusqu'à ce qu'on pense pour nous avoir balayé de manière générale l'ensemble des activités à fort potentiel et on a décidé maintenant de se lancer sur le marché. Ok. Il y a une grosse concurrence sur ton secteur d'activité ou pas? Ah si, il y a une grosse concurrence. Sans citer leur nom. Il y a une grosse concurrence. On est des très petits poussés. Dans ce secteur. Les grands sont là depuis des années. D'accord. Mais il faut dire que le segment sur lequel on est quand même vierge.
D'accord. Le secteur, entre guillemets, informel Ouais. est un secteur qui commence maintenant à intéresser. En 2017, en 2015, c'est un secteur qui n'intéressait quasiment personne. Et donc, c'est sur cette niche que nous sommes. Mais moi, j'aime bien, enfin, je regarde, c'est par tes posts sur LinkedIn surtout que je vois l'évolution, entre guillemets. Je pense que tu fais ce que les grandes entreprises qui sont sur le même secteur d'activité n'arrivent pas à faire, c'est-à-dire que le fait que tu sois petit te laisse de la souplesse. Effectivement. Et tu parles le langage des personnes qui sont dans le secteur informel. Tu peux aller sur le terrain, leur expliquer plus aisément. Ça fait moins corporate que si une grosse boîte venait et tout ça avec tous les slogans, machin, qui, bon, ça fait partie du marketing. Mais on fait peut-être moins confiance à cela. On se dit, oh, ça va coûter des tonnes et des cents. Effectivement. Et éventuellement, les gens qui vont, les commerciaux, je dirais, qui vont sur le terrain, sont tellement formatés à parler d'une certaine manière qu'ils parlent pas le même langage que les personnes qui sont dans le secteur informel. Je dis pas que les gens qui sont dans le secteur informel, ils sont stupides ou bêtes. Ah, mais c'est non, qu'ils du ont tout. une On manière de comprend très parler, bien. On une comprend manière très bien. de... Mais c'est vraiment l'essence de notre démarche. Hein. Ouais. Il faut dire que, moi, je prends un exemple très simple. On a une cliente qui a un restaurant. Ouais. Elle est dans la restauration, mais pas un grand restaurant, il paye. Ouais. Un tout petit restaurant. Et elle avait besoin de solutions. Parce qu'elle n'arrive pas vraiment à suivre ses ventes. Et donc, on est parti vers elle. Ouais. On s'est rendu compte qu'elle est très à l'aise avec son téléphone. Elle aime envoyer des WhatsApp. Elle est très souvent sur Facebook. Donc, on a mis l'application dans son téléphone et on a imagé tous ses produits. Elle vend du riz sauce arachide. Ouais. Donc, on a pris une image riz sauce arachide. Donc, Ouais. à chaque fois qu'elle vend riz sauce arachide, elle clique là-dessus. Et elle fait le process en 2 clics, elle a encaissé son argent, elle a signifié qu'elle a encaissé son argent et ça a décrémenté tout ce qu'il faut du stock. Et elle s'est rendue compte que les jeudis et les vendredis, les plats qui marchent le plus sont différents de ceux qui marchent le plus le lundi. C'est de ça qu'on avait parlé la dernière fois et tu m'avais dit, j'ai trouvé ça génial. Vas-y, Ben, continue. ça a changé complètement sa manière d'investir parce qu'elle a arrêté de faire 20 plats différents. Et donc de pète. Et elle a commencé à faire des plats spécifiques que les gens aimaient manger ces jours. Mais elle s'est retrouvée facilement à plus de 30 millions de chiffre d'affaires. Elle était à combien auparavant? Lorsqu'on venait, elle était à 2. 2 millions. Elle était à 2 millions. Elle est passée à 30 millions. Oui, là, elle est passée en 30 millions en moins de 6 mois. En moins de 6 mois. Donc, elle a réduit ses pertes, des repas qu'elle ne prenait pas. Elle a changé sa stratégie. Elle a pu ouvrir plusieurs autres coins parce qu'elle n'a plus besoin d'être là elle-même physiquement, mais de mettre juste un process et de vraiment, en tant que manager, d'imposer ce process à ses équipes. Et elle a vu la différence. Donc, de manière agile, on a la possibilité, nous, de pouvoir aller dans le sens de la cliente. Très souvent, les clients, ils veulent juste un vélo. On veut leur donner notre Bentley. Et donc, nous, c'est l'inverse. Tu veux un vélo, on te donne un vélo. Et on te dit, mais attention, on pense que si tu prends une 4 roues, et ainsi de suite, on grandit avec les clients. Je pense plus que les grands n'auront pas assez d'énergie pour pouvoir aller sur ce segment parce que c'est très, très, très prenant de temps. Alors, quand tu dis c'est très prenant, le mindset des prospects, c'est-à-dire il faut leur expliquer potentiellement plusieurs fois ou il faut faire plusieurs allers-retours. Non, la difficulté, il faut tomber sur le manager. Il faut tomber sur le manager. La traçabilité n'arrange pas tout le monde. On est d'accord, sans dire que les collaborateurs ne... Non, il faut tomber sur le manager et expliquer au manager que c'est un travail d'équipe. On ne vient pas attraper des voleurs, alors non, pas du tout. Bien sûr. Mais on vient permettre à tout le monde de gagner plus. Donc, ça. lorsque la recette, elle augmente, les salaires aussi augmentent, et on réussit à fusionner toute l'équipe autour du projet de digitalisation, et ils voient l'impact. Derrière ceux qui étaient réfractaires, comme les différents employés, voient que ça facilite complètement leur vie. Et si à la fin, la cagnotte est grande, ben, tout le monde partage plus. Donc, c'est vraiment une transformation digitale, mais pas seulement sur le plan technique, mais sur le plan changement de comportement, sur le plan conduite à la transformation. Ok. Au départ, je disais que le secteur informel, puisque c'est là où ta niche est, ça représentait 70%, tu m'as corrigé un petit peu, entre 60 et 80%. Mais si on veut parler en termes de chiffres, véritables chiffres, ça représente combien ce marché-là?
En français, enfin. Oui, c'est toute la difficulté qu'ont les gouvernements africains à pouvoir évaluer le potentiel que représente le secteur informel parce qu'on n'a pas de chiffres sur le chiffre d'affaires qu'ils font. Parce que les propriétaires même n'ont aucune visibilité. Donc, ça sera difficile de donner un chiffre, mais ça chiffre. La raison pour laquelle je te demande ça, c'est parce que je ne veux pas dire que tu es sur un boulevard, mais en tout cas, tu es bien parti sur le segment que tu as choisi, quoi. Oui, mais aujourd'hui, ils commencent à intéresser véritablement les grands qui y mettent des joint ventures avec des partenaires sur les TPE pour ce segment. Mais on aime le dire, à manger, à boire pour tout le monde. C'est clair. Tu as été approché par ce type de... Ben oui. On est chaque jour approché par des investisseurs, par des personnes qui veulent qu'on ouvre le capital pour qu'ils puissent entrer, mais on trouve qu'on n'est pas encore prêt. D'accord, ok. Sans dire de nom, on parle de combien de millions de francs CFA des fois on est allé jusqu'à 3 milliards de fois pour pouvoir récupérer l'entreprise avec tout ce qu'il faut. Mais on pense que d'ici 2-3 ans, on peut valoir peut-être 5 fois ce montant. Donc, on tient encore. Alors, on te propose 3 milliards. C'est quoi qu'on te demande de lâcher? En tout cas, c'est quoi le... Mais non, c'est... Parce que 3 milliards, ok, 3 milliards, mais c'est quoi? Tu deviens... T'es propriétaire à 50%, ça devient quoi? Oui, l'actionnariat va diminuer, mais c'est pas surtout ça notre cœur c'est pas surtout ça notre vision. Sinon, oui, on peut ouvrir le capital, on sera peut-être avec une minorité bloquante de 33%. Ça permettra de pouvoir véritablement lancer l'entreprise. J'aime le dire, seul on va vite, mais à plusieurs on va loin. Mais on pense que pour le moment, on n'a pas encore assis notre vision et notre stratégie, et permettre l'entrée de différents investisseurs peuvent orienter autrement ce qu'on veut. Certes, on n'est pas dans le social, mais on a créé Innoving pour pouvoir apporter un impact très important sur l'économie africaine. Et c'est vraiment ça notre cœur de métier. Donc, on veut vraiment garder jalousement ce leitmotiv, espérant qu'il va nous permettre de pouvoir couvrir nos charges et de pouvoir vraiment impacter. Aujourd'hui, on se rend compte que ce scénario, on ne l'avait pas prévu, mais beaucoup de PME commencent à nous faire confiance. On était avant seulement que sur les TPE, mais là, on a commencé à voir que beaucoup de PME, surtout sur le premier trimestre de 2021, ont commencé à faire confiance à nos solutions, se sont rendus que c'est vraiment une ERP aboutie avec toute la BI qui est derrière et on pense pouvoir encore tenir. Il y a un secteur d'activité qui se dégage des PME qui vous approchent ou c'est assez homogène, il y a plusieurs? C'est homogène, mais on commence à être plus orienté sur les PME qui sont de la distribution. Parce qu'ils utilisent la solution pour pouvoir suivre en mobilité les différents commerciaux et ils voient le chiffre d'affaires qui rentre en temps réel. J'étais focalisé uniquement sur la Côte d'Ivoire, mais en fait, tu as toute l'Afrique. Ben oui. Quand on propose 3 milliards, au-delà de la vision que tu as, moi, quand je dis, sérieux, lui, 3 milliards? Non, c'est clair, surtout que on n'arrive pas toujours à couvrir nos fins de mois et à se projeter comme on veut. Mais aujourd'hui, le potentiel, il est énorme. Nous, on dit, par exemple, chaque commune en Côte d'Ivoire, en termes de commerçants ou de contribuables, est autour d'une moyenne de 20 000 contribuables. Si on a 10 communes, ça nous fait près de 200 000. Sur les 200 000, on n'a que 10% ou même 5% multiplié par l'abonnement qu'on a. Ça peut rapidement atteindre par mois ces milliards qu'on cherche. Donc, on reste vraiment encore la tête sur les épaules. Et on pense que d'ici peu, on pourra soit ouvrir le capital lorsqu'on sera assez fort pour discuter ou lorsqu'on aura un nombre de users important. Ok. Alors, revenons un petit peu plus dans le passé. Alex Denis, c'est qui Alex Denis quand il était plus jeune? Est-ce que tu te voyais être entrepreneur comme ça et en train de monter quelque chose qui, je ne veux pas dire va révolutionner, mais en tout cas va aider beaucoup de monde
à gagner de l'argent, parce que très clairement, l'exemple de la restauratrice Ben là, ouais. qui passe de 2 à Ben 30 oui, ben millions, oui, ben même ouais. ses employés aussi, je pense que ça leur, ça leur est bénéfique. C'est ça. T'étais déjà dans cette mindset d'entrepreneur quand tu étais plus jeune ou Hmm, qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être beaucoup plus dans le social quand j'étais plus jeune. Je me rappelle que en classe de sixième, j'étais déjà président de l'association des enfants de mon quartier. D'accord. Simplement parce que on voulait que tout le monde soit à l'aise et tout. Mais je vais dire que je l'ai peut-être plus développé à partir de 2002. D'accord. 2002, on a la crise, on quitte notre confort, on était à Boaké, on quitte notre confort de Boaké pour venir à Abidjan. On n'a plus les mêmes commodités. Ouais. Il faut les créer. Donc, peut-être que c'est de là qu'est née la fibre entrepreneur. Et on essaye toutes les petites activités, mais jamais on a pensé pouvoir apporter des solutions qui vont révolutionner. C'est quelque chose qui s'est fait au fur et à mesure de notre parcours professionnel. Ouais. Moi, j'ai été dans les engrais, j'ai été dans l'agriculture. Ouais. L'agriculture, c'est ma passion. Ouais. Donc, digitaliser l'agriculture, et après, on s'est rendu compte qu'attention, on peut aussi digitaliser tous les autres secteurs. Ouais. C'est un peu l'essence aussi d'Innoving. Ok. Comment t'en es venu au digital finalement? Ouais, c'est vrai que je suis par métier juriste d'entreprise. Donc, moi, j'ai un master en droit des affaires que j'ai eu à l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest. D'accord. Et juste après, j'ai été directeur ou manager Afrique d'une holding qui venait créer plusieurs entreprises dans le domaine de l'engrais. D'accord. Après, j'étais administrateur des ventes et donc on se rendait compte que c'était un peu difficile de suivre les ventes, donc utiliser les Excel. C'est là que la passion pour tout ce qui est programme a commencé. Lorsque je suis rentré en Côte d'Ivoire en 2014 pour me mettre sur les riz, c'était la même démarche. Il fallait digitaliser aussi tout ce secteur. Et donc, on peut dire que c'est de là qu'est venue cette passion du digital. Et donc, il fallait aller retourner se faire former pour parler métier. Ouais. Et donc, en 2017, lorsque je suis revenu, bon voilà, il fallait réunir des développeurs ivoiriens qui ont été formidables et qui nous ont permis de mettre les premières briques d'Innoving. Alors, tu étais déjà salarié avant de te lancer dans cette aventure-là? Dans l'entrepreneuriat, depuis 2014, je suis plus salarié. Depuis 2014. Mais ça. Avant 2014, tu étais salarié oui, avant de toutes ces boîtes. Oui, avant 2014, j'étais salarié. Est-ce que j'étais même expatrié, donc j'ai dû laisser l'expatriation pour rentrer. C'est là où vient ma question. On va dire, tu es assez confortable dans ta vie de salarié? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ok. Quel est l'appel qui fait que tu te dis, c'est bon, ok, j'y vais? Est-ce que tu avais déjà mis des sous de côté pour aller dans cela? Non, du tout. du tout. Est-ce qu'il y a eu un problème avec la boîte avec laquelle tu bossais et tu te dis, c'est bon, vas-y, moi je me lance dans un Non, pas forcément. Mais je saurais peut-être l'expliquer. Je suis quelqu'un qui, s'il n'est pas top manager, c'est difficile d'avancer. Qu'est-ce que je veux dire par top manager? Lorsque je suis dans une entreprise, que mon contact direct n'est pas sur le président de l'entreprise ou le directeur général de l'entreprise, c'est difficile pour moi d'avancer. Mais j'ai eu la grâce, Dieu m'a fait la grâce de toujours être en contact avec, quelles que soient les entreprises où je suis, le N+1, forcément, soit le DG ou le président. Et peut-être c'est les côtoyants que je me suis dit, mais bon, si ce service, on le fait profiter pour nous-mêmes, pourquoi pas avoir à léguer aux enfants des entreprises pérennes, pourquoi ne pas y aller? Après une autre expérience, j'ai mon aîné qui est SK, et donc j'ai fréquenté beaucoup les SK et j'arrivais pas... C'est quoi les SK? Ah ok, c'est, si tu veux, l'élite en termes d'école de formation de commerce. D'accord, ok. Et j'arrivais pas à comprendre pourquoi est-ce que cette élite qui devait venir créer de l'emploi était plutôt très vite dès qu'ils sortent à devenir des employés. Donc je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire. Mieux vaut être dans la posture de l'employeur que dans la posture de l'employé. Et c'est de là qu'est parti nos différentes aventures. Mais le succès n'a pas été là dès le premier jour. Ça, on le dit. C'est toujours la même musique.
quand tu dis que tu côtoies les N+1 ou le DG, c'est eux qui prennent les décisions finalement. Donc, tu n'as pas forcément envie de perdre du temps avec. Pas, je ne veux pas être méchant dans mes propos, mais tu n'as pas envie de perdre du temps avec ceux qui ne prennent pas les décisions. Voilà, c'est ça que je veux dire. Parce que tu vas expliquer la chose, non, il va te dire encore, ouais, mais il faut aller voir lui pour qu'il valide. C'est clair, c'est clair. Est-ce que tu as vu différentes manières de penser, différentes attitudes de des décisionnaires par rapport à leurs employés et tout ça? Oui, bien sûr, bien sûr. Et en quoi ça t'a impacté? Est-ce que ça t'a impacté? Énormément. Tu te rends compte que tu as des décisions à prendre qui, si elles sont bonnes, procurent de l'argent, si elles sont mauvaises, fait perdre de l'argent, et derrière, tu as du monde en termes d'employés. Donc, c'est passionnant pour moi. C'est-à-dire, tant que le travail que je fais ne peut pas avoir un impact direct sur des personnes, je ne suis pas confortable dans mon environnement. Donc, c'est peut-être quelque chose qui a, de manière inconsciente, comme tu dis, conduit ma démarche vers l'entrepreneuriat. Mais c'était vraiment plus guidé par la fibre de créer quelque chose que par le gain derrière. Mais là, aujourd'hui, les mentalités ont changé. On regarde aussi le gain beaucoup plus. J'ai remarqué, et puis là, de toute façon, la première fois qu'on s'était vu, cette personne était là, tu as une alliance. Je crois qu'elle a beaucoup compté dans dans l'aventure dans laquelle vous êtes lancé. C'est ça. En 2014, vous étiez déjà ensemble ou pas? On est ensemble depuis 2006. D'accord, donc on était pleinement là. On est ensemble depuis 2006. C'est ma voisine de fac. Hein. Ouais. Donc, c'est quelqu'un qui partage ma vie il y a vraiment longtemps, qui m'a suivi partout où mon boulot m'envoyait. D'accord. Qui est aussi un juriste de formation, mais a plutôt penché pour la profession d'avocat. Ouais. Mais qui a vraiment tout abandonné pour être l'oreille qui va nous permettre de pouvoir réaliser Innoving. Donc, un jour, je lui ai dit, écoute, c'est vrai qu'on peut être employé, mais un bon matin, quels que soient les millions ou les milliards qu'on fera gagner à une entreprise, ils vont nous dire au revoir. Forcément, ça va arriver. Et on en a des exemples de gens. Donc, moi, je pense qu'il faut qu'on crée nos entreprises. Ouais. Donc, elle n'épousait pas la même idée parce qu'effectivement, il y a le confort de ce qu'on voit le salaire mensuel. On va dans l'inconnu et les femmes n'aiment pas l'incertitude ni l'insécurité. Effectivement. Mais c'était plus fort que moi. Et ça nous a fait vivre des années durant dans le noir. Hein. Dans le noir, où deux fois tu te posais la question, mais est-ce que je fais le bon choix? Mais c'est là que tu as vu toute la résilience qu'elle avait, de dire non, écoute, tu nous as déjà mis dedans, on peut plus faire marche arrière. Et lorsque ma dernière entreprise a, je peux dire, fait faillite, et ça s'est très très mal passé. Mais là, je voulais vraiment plus entendre parler d'entrepreneuriat, mais c'était un lavage du cerveau toute une nuit. Il faut dire, mais non, tu décodes, on dit quoi demain aux enfants? Quand on a essayé, on n'a pas réussi, tu te débrouilles et tu réussis. Donc, même le nom Innoving et toute la stratégie derrière, toute la communication, c'est elle qui la pilote vraiment dans l'ombre. D'accord. Notre nom de démarrage, c'était My Innoving App et autres. Elle a trouvé que ça faisait vraiment pas cliché sur la vision et toute la déontologie qu'on épousait. Elle a rebaptisé Nzasaba Innoving, travaillé sur la charte graphique. Donc, c'est quelqu'un qui, dans l'ombre, fait un travail énorme pour Innoving. Donc, c'est mon épouse Denise Denis qui, aujourd'hui, fait partie du board de décision d'Innoving. Celle qui était dans le noir pendant des années. Donc, voilà, et qui, toujours en restant en retrait, essaie de nous orienter sur nos différentes stratégies. Pendant que on va dire, ça m'intéresse beaucoup le côté année sombre. Surtout quand on parle de couple. Parce que je pense que beaucoup de gens se lancent dans l'entrepreneuriat. Enfin, tout le monde se lance dans l'entrepreneuriat sans réellement ça connaître. Oui, tout le monde est entrepreneur, ça on le dit. J'ai bien compris qu'elle t'a véritablement épaulé. En plus, quand tu dis la dernière entreprise que tu avais lancée, enfin l'avant-dernière, parce que ça c'est la dernière, a coulé. À quel point l'entourage a pu été un support ou a pu être compliqué. Je ne vais pas utiliser d'autres mots, mais on va dire compliqué pour vous deux, puisque vous étiez liés. Est-ce que vous avez senti que votre entourage, en dehors de vous deux, était supportif ou c'était
des regards, des commentaires. Oui, machin. forcément. Lorsqu'on était expatrié, on était dans un triplex. Ouais. Tu t'imagines avec toutes les commodités. Mhm. Et on rentre en Côte d'Ivoire, c'est le noir. Comme moi je dis, c'est le noir, je n'ai pas honte de le dire, mais moi j'ai dormi dans des maisons inachevées. Hmm. J'étais dépassé quand elle m'a dit non, mais écoute, arrête, moi, si c'est là que tu dors, je viens. J'ai dit non, mais non, reste en famille, c'est pas possible. Hmm. Et donc, on a vécu vraiment des moments très difficiles, simplement peut-être parce que moi, j'étais borné. Mhm. J'étais vraiment borné. C'était plus facile pour moi de trouver du boulot Ouais. et de gérer l'activité en deuxième plan, mais je trouvais que ça n'allait pas me permettre d'atteindre les objectifs. Donc, vraiment, pendant cette période, elle a dû retourner travailler. Ouais. Et je suis venu au quotidien de la famille avec son travail, même si ça ne permettait pas de joindre les deux bouts. Mais je n'avais plus à gérer, franchement, pas sur le volet financier, mais tout l'aspect familial avec les enfants. On en a 3. Ouais. Vraiment, elle le pilotait. Et en Hmm. plus de ça, elle venait nous donner un appui. Donc, ça m'a donné un boulevard. J'étais dans ma zone de confort en tant qu'entrepreneur et tout ce qui était familial était géré vraiment par elle. Donc, ça a été un appui. Hmm. Ça, aujourd'hui, je ne peux pas me cacher de le dire et même d'exprimer ma fierté. Mhm. L'aventure n'aurait pas été comme ça si elle n'était pas là. Mais j'en suis persuadé. Ça fait penser au fils d'un acteur célèbre, Denzel Washington. Tu connais Denzel Washington? Bien sûr. À chaque fois qu'on lui pose des questions, puisque lui aussi il est devenu acteur, à chaque fois qu'on lui pose des questions sur son père et tout, la réussite que son père a eue, il cite toujours sa maman. Il dit et Paula Washington. Il dit parce que si elle n'aurait pas été là, Ah ben mon non, père ça, n'aurait pas c'est été ce clair, qu'il c'est est. clair. Et tu vois la fierté qu'il a. Son père, c'est normal, un grand acteur, effectivement, mais de parler de sa maman qui, comme ta femme, à qui tu rends hommage, reste en retrait. Ah ben ouais. Mais véritablement, si elle n'était pas là, ça aurait pas été la même chose. Ouais. Et c'est ce que je vois en fait dans Ben ton ouais, ben témoignage. oui, ben Et oui. j'aime bien appuyer sur ça parce que je pense qu'il y a des femmes, il y a des couples comme ça, il y en a beaucoup, mais qui ne sont pas assez représentés, je dirais, dans les médias en global. On montre plutôt des trucs qui sont chic, bling bling, ou comment ça s'appelle, des couples qui sont fracassés, au lieu de montrer des couples effectivement jeunes en plus, parce qu'on n'a pas besoin de citer nos arrière-grands-parents, c'était comme ça avant. Il y en a aujourd'hui qui arrivent quand même et qui savent que quand on dit pour le meilleur et pour le pire, eh ben on est là pour le meilleur et pour le pire, quoi. Donc, ok. En tout cas, c'est une belle expérience. Tu m'étonnes, tu m'étonnes. Euh, où vous voyez Innoving d'ici les 5 prochaines années? Ah ben ouais, ça c'est la question que je me pose chaque jour et la réponse, même dans mon subconscient, vient. Il faut qu'on soit partout en Afrique. Il faut qu'on soit partout en Afrique et c'est un rêve qu'on peut le faire. Je me rappelle, je discutais quand j'étais très jeune avec mon aîné qui me disait, mais écoute, à 35 ans ou à 30 ans, tu te vois quoi? J'ai dit, je me vois PDG de mon entreprise. Il riait juste pour me dire, il ne sait pas de quoi il parle, mais Mhm. je pense que d'ici 5 ans, on pourra dire que ça se retrouve même dans les écoles. Parce Mhm. que, et ça, je le dis sans fuir, la problématique surtout de l'économie euh, africaine, mais surtout d'Afrique francophone, Ouais. est qu'on est encore en train d'utiliser des outils qui sont dépassés. Mhm. Aujourd'hui, un comptable n'a plus le temps de venir encoder des écritures, Mhm. c'est-à-dire prendre son temps pour pouvoir passer des écritures. Non, ce sont des technologies qui n'existent pas, mais Mhm. ce sont ces mêmes technologies qu'aujourd'hui encore on apprend à l'école à nos enfants. Mhm. Et donc, si ce comptable a, depuis l'école, l'habitude d'utiliser une technologie, je ne dirai pas son nom, pour faire sa comptabilité, ça sera difficile pour lui de comprendre l'importance qu'a un ERP. Un ERP va venir te donner toute la donnée. Et toi, le comptable, tu ne feras que l'analyser pour pouvoir objectiviser. Par contre, si tu dois prendre les 3 quarts de ton temps à rentrer des écritures comme, je le dis, un robot, tu ne peux plus être productif. Donc, l'objectif pour nous, c'est que ce soit dans les écoles Ouais. ou que ce soit dans les entreprises, on utilise des ERP.
Pas forcément l'ERP nous a ça, mais qu'on ait la culture des outils de gestion intégrés. Ouais. C'est que ça qui peut permettre d'avoir une transparence, d'avoir un développement et d'avoir une pérennité de nos entreprises. Et on dit souvent, on crée des entreprises et les Nations Unies le disent bien, en Afrique, une entreprise fait moins de 3 ans de vie. Pas parce que le secteur n'est pas promoteur, mais parce qu'on n'a pas les outils pour pouvoir gérer cette entreprise et la rendre pérenne. Et donc, nous, on dit on veut inverser cette tendance. Pour dire dans 5 ans, on aura dit les entreprises ont une durée de vie minimum de 10 ans. Parce qu'ils ont les outils de pouvoir gérer leur entreprise et de pouvoir organiser leur expansion et leur suivi. Ouais. Donc, effectivement, dans 5 ans, on voit ça et dans les écoles et les entreprises. Yes. Alors, parlant d'entrepreneuriat, j'aime bien qu'on puisse... parce que tout mon truc dans Business Plan, c'est de permettre aux gens, bien sûr, de vous découvrir, mais aussi d'avoir des informations qu'ils peuvent appliquer eux-mêmes dans leur parcours d'entrepreneur ou dans leur société. C'est ça. Donc, si tu avais 3 conseils à donner à quelqu'un qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat, ce serait quoi? Imagine, toi, tu es en train de parler au jeune Alex qui veut se lancer. Quels seront les 3 meilleurs conseils que tu pourrais lui donner éventuellement? Ouais, j'étais récemment invité sur un plateau d'une école de marketing. Ouais. Et je disais à ces jeunes qu'en plus d'avoir tous les outils qu'on a aujourd'hui pour pouvoir faire des ventes en ligne, ils ont, eux, appris le marketing. Ouais. Donc, ils ont 3 fois plus d'atouts. Ils savent vendre, ce que tout le monde n'a pas. Et donc, il ne faudrait même pas qu'ils hésitent dès le banc à se lancer dans l'entrepreneuriat. Ouais. Et moi, je vais dire à toutes ces personnes qui pensent qu'ils ne sont pas entrepreneurs, qu'ils le sont. Pour arrondir les fins du mois, la majorité des fonctionnaires ont une activité qu'ils confient à quelqu'un. Au lieu de confier cette activité qu'à quelqu'un, mettons un outil pour pouvoir gérer cette activité. Et ça va nous permettre de pouvoir suivre le chiffre d'affaires qui y va et de savoir si c'est rentable ou pas. Et donc, il ne faut vraiment pas voir l'entrepreneuriat comme quelque chose d'hyper compliqué. D'hyper compliqué. On aime beaucoup faire des success stories des entrepreneurs qui ont de grandes entreprises avec de très beaux bureaux. Je ne sais pas ceux qui font le même chiffre d'affaires que mon coiffeur. Entre guillemets, si on veut ramener le ratio en termes de... Donc, il faut voir l'entrepreneuriat comme une activité génératrice de fonds. Et se dire que cette activité, si je l'organise, elle peut me produire plus. Donc déjà, en se mettant ce mindset, on n'aura pas peur d'essayer. Ouais. Parce que la difficulté qu'on a, nous, Africains, on n'a pas de système financier adapté à venir injecter de l'argent dans nos activités. Si on réussit même à prendre des crédits, ça sera des taux d'intérêt tellement élevés qu'on ne peut pas tenir. C'est compliqué. Chez nous, Innoving, jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas pris de prêt. Ça, c'est une politique. On a décidé pour le moment de ne pas prendre de prêt et de vivre de nos ventes. Donc, lorsqu'on est un entrepreneur, son bébé, c'est d'avoir un produit à vendre et d'aller chercher les clients qui vont acheter. Ces clients qui vont acheter vont nous donner les moyens nécessaires pour pouvoir faire grandir l'entreprise. Tant qu'on n'a pas ce mindset, c'est là maintenant que je dirais qu'on n'est pas entrepreneur. Donc, il faut avoir un produit, ne pas forcément rechercher les finances et aller vendre ce produit. Une fois que le produit est vendu, c'est bon. On aime bien dire, je n'ai pas son nom, mais il y a une histoire qu'on raconte sur un vendeur de fruits aux États-Unis qui avait 5 fruits, qui est parti les vendre et aujourd'hui il est une grande entreprise. Il n'a pas pris de prêt, il avait son produit qu'il allait vendre. Donc, c'est le conseil que moi je peux donner. Oh, ok, j'aime bien ce que tu voulais dire. C'était quasiment la fin, mais bon, on va continuer un petit peu. Parce qu'effectivement, j'ai l'impression que les gens cherchent beaucoup plus de financement qu'aller dans la compétition. Parce que c'est ça aussi, être entrepreneur, c'est la compétition. Il ne faut pas croire qu'on va tous donner la main et tout ça. C'est la compétition pour améliorer le bien-être de nos potentiels clients. C'est ça. Et est-ce que tu penses qu'il y a les gens qui se lancent dans l'entrepreneuriat? Je ne parle pas forcément en Afrique, un peu partout. Je n'ai pas l'impression, moi, c'est mon analyse, qu'ils sont prêts à la compétition. Est-ce que toi, tu as l'impression qu'ils sont prêts à la compétition? Ça va être difficile, ils vont avoir beaucoup plus de non que de oui, déjà dans un premier temps. Ah oui. Et, mais malgré ça, il faut
continuer à aller, il Mais faut être prêt à compétir, quoi. lorsqu'on se lançait sur ce segment, on nous a dit, mais arrêtez, regardez qui le fait, mais c'est pas possible, vous n'avez pas votre place. Et je dis, mais non, je suis désolé, je pense qu'on a notre place. Et notre première cliente, qui était le parc d'attractions Paradisia, Ouais. venait de Paris, où elle était allée à Disneyland voir comment est-ce qu'ils font pour venir implémenter la solution. Et on lui a dit, mais non, attendez, on va tester en local ce que nous on sait faire. Ouais. Là, il y avait la concurrence. Ouais. On a testé en local et ça a marché. Elle l'utilise. Et donc, la concurrence pour nous est le facteur même qui nous permet de dire, ben on y va. Et à nous de prouver pas qu'on est plus fort qu'eux, mais qu'on est plus agile qu'eux. Donc, il faut la concurrence. Et c'est la concurrence qui va te permettre de toi mettre une petite brique. C'est vraiment le jeu. Je pense que lorsqu'on a un produit, on ne sort pas tous ses atouts. De brique en brique, on essaie, en fonction de la veille concurrentielle, de proposer mieux. Donc, sinon, si on veut regarder la concurrence, je pense qu'en termes de maison de production, vous ne vous serez pas même installé parce que tous les secteurs d'activité sont faits. Regardons un peu comment le mindset ivoirien est. Lorsque quelqu'un fait une activité qui marche, tout le monde va faire cette même activité. Je veux prendre, pour exemple, tout ce qui était mobile money. Tous les Ivoiriens ont essayé de faire du mobile money parce qu'on dit ça marche. Donc là, ils n'ont pas eu peur de la concurrence. Pourtant, il y a de la concurrence. À tous les points de rue, on en a, mais le marché aussi est preneur. Et le deuxième conseil que moi je peux donner, c'est de ne pas avoir peur de sortir de nos zones de confort. Si on trouve qu'Abidjan est saturé, on a toute la sous-région qui est là. On a l'Afrique qui est là, qui sont demandeurs de solutions et qui peuvent nous voir comme des potentiels partenaires pour impulser le développement chez eux. Donc pourquoi ne pas prendre aussi ce qui marche chez nous et puis essayer de partir dans les autres pays africains, essayer de challenger. Sinon partout il y a la concurrence. J'aime bien, potentiellement tu t'es pas rendu compte de ce que tu étais en train de dire, mais il y a quelqu'un qui a dit une fois, David gagnera toujours contre Goliath quand il jouera son rôle de David. Ce qui veut dire par là que si tu te connais, tu sais tes points forts et tes points faibles, et que tu agis sur tes points forts à toi, tu gagneras toujours. Quand tu dis, vous n'allez pas forcément les challenger sur, j'ai oublié le terme que tu as, le mot que tu as. Non, c'est le domaine technique. Sur le domaine technique. C'est agile. Sur l'agilité, parce que c'est là où tu gagnes. Mais si on pense autrement, mais non, attends, ils nous écrasent à la minute. En termes de... Attends, nous, on n'est que 5 ou 7 développeurs. Ils peuvent en être 1000. C'est pas le même niveau. Là où nous, on va gagner, c'est qu'on sera agile. Ils seront eux carrés en disant, voici nos process. Nous, on viendra dire, ah non, mais écoute, quels sont toi tes process? Si dans ton entreprise, tu trouves qu'on doit partir de la gauche vers la droite, on ira de la gauche vers la droite. Et donc, c'est cette agilité qui peut nous permettre de pouvoir grandir. Et c'est clair que lorsqu'on sera grand, on sera moins agile. Mais là, puisqu'on est petit, on profite au maximum de notre agilité. Mais la compétition et la concurrence y est. Ok. Écoute, Alex, on arrive à la fin de cet épisode de Business Plan. J'espère que vous allez continuer à grandir et que des propositions à plusieurs milliards viendront encore. Et je pense qu'après ce tournage, on parlera parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Ben oui. Et nous sommes vraiment open sur tout ce qui est partenariat. Yes. Sur tout ce qui est partenariat. Super. Alex Denis,